Je pense qu'on va pouvoir commencer. Peut-être avant de commencer, on va se présenter en un mot. Pour ma part, c'est Julie. Et moi, je m'appelle Laurie, et donc nous sommes les deux cofondatrices d'Artbugs. Donc avec Julie, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école. Pour ma part, j'ai une formation plutôt business, et Julie a une formation en droit d'auteur, droit du marché de l'art, propriété intellectuelle. Et on s'est toutes les deux retrouvées autour d'une passion commune, celle pour l'art numérique. Il y a plus de 3 ans maintenant, on s'est persuadé que l'art digital était l'art de demain, que cette forme s'inscrivait profondément dans l'histoire de l'art, et on a décidé d'en faire la promotion. On a décidé d'apporter cette forme d'art au plus grand nombre, de le sortir de l'espace des musées, et donc on a acquis toute cette expertise autour du sujet. On espère vous en partager un petit peu aujourd'hui. Donc encore une fois, bonjour à tous, comme il y a encore quelques personnes qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'art numérique, quand l'art rencontre les nouvelles technologies. Et pour commencer, j'aimerais vous partager une vidéo d'une actualité qui avait fait beaucoup de bruit en 2018 et qui avait, pour une des premières fois, mis vraiment l'art digital au cœur d'un engouement médiatique et avait complètement chamboulé le marché de l'art. Tableau vendu aux enchères chez Christie's et conçu sans aucune intervention humaine. Ouais, c'est une première mondiale, c'est la mise aux enchères. C'est une dernière mondiale. Arrêtez, commencez pas, je vous ai expliqué. Quand même. La vente pour la première fois d'une toile qui a été conçue par une intelligence artificielle. Alors c'est une question presque philosophique qu'on m'a posée. Voilà, c'est est-ce que... Question floue, là. C'est une question floue, c'est vrai. Bah oui, mais enfin bon, attendez, personne n'a dit qu'il fallait faire des portraits absolument parfaits. Voilà, c'est une interprétation quand même. C'est un portrait d'un noble français, un noble virtuel, le portrait d'Edmond de Bellamy. Et la particularité de ce tableau que vous voyez à l'instant, c'est qu'il a été conçu intégralement de A à Z par une machine, par une intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a conçu un programme informatique, un algorithme, on lui a fait ingurgiter des milliers et des milliers de toiles, des toiles réelles, 15 000 portraits du 14e au 19e siècle, et donc il a compris comment, au fil des siècles, eh bien, on a composé des yeux, des bouches, des visages, comment les peintres composent leurs toiles, quel choix de palette ils font. Et à partir de ça, l'intelligence artificielle a essayé de composer quelque chose d'original. Et en gros, cette œuvre, alors, évidemment, c'est pas parfait, on est d'accord, mais c'est en tout cas, voilà, exactement, c'est issu du cerveau, si l'on peut dire, de l'intelligence artificielle. Non, mais c'est quand même impressionnant. C'est du gavage, quoi. C'est pas du gavage, non, c'est beaucoup plus que ça. Mais attendez, de la même manière que les peintres humains s'inspirent eux aussi de leurs prédécesseurs, on n'est jamais complètement créatif. Une œuvre, ça sort jamais totalement de notre cerveau. Évidemment, on est assis sur les épaules de géants, comme l'étincelle, bah oui, elle n'est pas encore là dans la machine. Peut-être avec des robots, alors. C'est un peu ça. C'est l'étincelle. Non, mais moi je trouve ça impressionnant sur le processus de se dire qu'on est capable de faire ça aujourd'hui. C'est un collectif français qui s'appelle Obvious Art. C'est des chercheurs en intelligence artificielle français qui ont mis ça au point. Il y a une première toile quand même qui s'est vendue 10 000 €. Donc il y a des collecteurs d'art que ça intéresse aujourd'hui. Des spéculateurs, ouais. Donc il y a l'option gavage et il y a l'option je copie. Ben, je crois que ça va vous impressionner là pour le coup. C'est-à-dire une intelligence artificielle qui a conçu une toile dans le style de Rembrandt. Étant quelqu'un de prévoyante, j'épargne, même si je m'accorde. C'est un sujet où je me dis, il faut quand même se mettre à l'abri parce qu'on est obligé. Bon, je voulais vous présenter juste les deux premières minutes. Les aléas du direct. Bon, en attendant, je vais quand même commenter du coup cette vidéo. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a à la fois donc, une personne qui est quand même très excitée par cette nouvelle d'une première vente aux enchères réalisée sur un portrait. On voit le résultat ici, c'est quand même assez dingue, il faut être honnête. On va y arriver. Créé entièrement grâce à l'intelligence artificielle, et vous avez en face des personnes assez effrayées qui n'arrivent pas vraiment à comprendre comment fondamentalement on peut attribuer finalement la paternité de cette œuvre, comment cette œuvre a pu se vendre pour plus de 400 000 € aux enchères à Christie's, soit 40 fois plus que la première estimation. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que finalement, ça ne laisse personne indifférent. Et ce qui est intéressant avec cette initiative, c'est que ça montre finalement quelque chose d'assez flagrant, le fait que le marché de l'art est par nature
assez conservateur. C'est-à-dire que de tout temps, on a considéré que l'artiste était une sorte de génie qui allait créer avec sa main des tableaux, des sculptures, que la valeur d'une œuvre devait reposer sur la cote de cet artiste, sur des notions de rareté, d'unicité. Et donc, l'arrivée du numérique, la possibilité de créer des œuvres avec de nouveaux outils, des œuvres par nature en plus duplicables, a posé énormément de questions et a beaucoup chamboulé en fait le marché de l'art tel qu'on le connaissait. Donc cette initiative, c'est une des premières qui a suscité énormément d'engouement. Certaines personnes ont eu extrêmement peur, et je cite par exemple: notre acceptation actuelle de l'idée d'une œuvre d'art peut-elle être élargie à ce type de production dont l'humain est exclu? L'amateur d'art pourra craindre la multiplication de ces images désincarnées que ni les souvenirs ni les rêves n'ont façonnées. Voilà, ça a posé plein de questions, et à côté, il y a forcément tous les enthousiastes. Et je vais essayer de remettre la présentation si c'est possible. Ça sent complexe. Mais du coup, je vais enchaîner avec une autre actu qui a également fait énormément de bruit, et je pense que vous en avez entendu parler. C'est la vente de l'œuvre de Beeple en début d'année 2021, vendue cette fois-ci pour près de 70 millions de dollars. Ça a également fait énormément de bruit puisque c'est la première grosse vente aux enchères d'une œuvre vendue en NFT. Donc l'artiste Beeple a effectué 5000 dessins qu'il a ensuite composés dans un pur fichier numérique, et cette œuvre a été vendue aux enchères donc pour près de 70 millions de dollars, et une fois de plus ça a complètement chamboulé les foules et ça a mis un coup de projecteur sur l'art numérique. Ce qu'on trouve intéressant, nous, c'est que finalement, en s'intéressant à l'art digital, on s'est rendu compte que c'était pas si neuf. Que, comme vous l'avez très bien dit, l'art numérique s'est finalement développé en même temps que les premiers ordinateurs. On peut retracer le début de l'art numérique finalement aux années 50, avec la sortie du premier ordinateur, l'IBM 701, que je vais vous montrer. Et donc, pourquoi en fait une telle latence? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on parle autant d'art numérique alors que finalement on peut dater ce courant dès le début des années 50? Pourquoi on a finalement d'un côté des artistes qui sont toujours à l'avant-garde et donc qui vont toujours s'emparer des outils qu'ils ont à leur disposition pour créer de nouveaux langages créatifs, et pourquoi on a d'un côté des institutions qui prennent autant de temps finalement à accueillir ces nouveaux médias. Donc on va tenter dans un premier temps de vous retracer un peu l'histoire de l'art numérique, vous montrer un petit peu les différents courants. Ensuite, on va tenter de vous donner une définition de l'art digital, qu'est-ce qui peut être qualifié d'art digital, quelles sont les grandes caractéristiques de ce courant. Et puis après, nous parlerons évidemment des NFT, de la blockchain, et comment ces technologies viennent à nouveau bouleverser la manière dont on peut cette fois-ci posséder et même diffuser l'art numérique. Donc, comme je le disais, l'art digital, même si on en parle énormément aujourd'hui avec l'avènement des NFT et depuis notamment cette vente aux enchères organisée par Christie's, eh bien ça ne date pas d'hier, puisque les artistes finalement ont toujours eu cette envie eh bien, de porter un regard critique sur le monde dans lequel on vit, et donc ils vont voir chaque nouvel outil comme un nouveau terrain d'expression et comme une manière de venir questionner le monde dans lequel on vit. Donc les premiers ordinateurs, au début des années 50, ont été un excellent terrain d'exploration pour les artistes qui ont voulu comprendre eh bien, comment ça allait modifier notre langage, notre façon d'interagir avec le monde. On date donc les premières expérimentations au début des années 50, et on peut vous présenter un premier artiste qui s'appelle Ben Lapowski, qui est un artiste et ingénieur américain. Donc lui, par exemple, son terrain de jeu, c'était de travailler avec les ondes sinusoïdales et de venir recréer des compositions abstraites à partir de cet outil. Donc là, nous sommes dans les années 60. Et au fur et à mesure des années, ce qui est intéressant, c'est que eh bien, les innovations technologiques vont se succéder. On passe en fait à ce moment-là de l'ère industrielle à l'ère du numérique. Et donc on a, de la même manière qu'on a un changement de paradigme économique, on a un changement de paradigme dans le monde de l'art qui s'opère avec de plus en plus d'artistes
qui vont explorer de plus en plus de nouvelles technologies. Donc tout ça va petit à petit se structurer pour donner naissance uniquement en 1968 à la première exposition dédiée à l'art numérique, donc elle aura lieu à Londres, c'est Cybernetic Serendipity. Donc cet événement marque vraiment l'avènement de l'art numérique et va concentrer du coup les artistes qui ont énormément créé pendant les 20 dernières années sur le domaine. Donc vous avez une citation du catalogue de l'exposition. Cybernetic Serendipity est une exposition internationale explorant et démontrant certaines des relations entre la technologie et la créativité. Le but de cette exposition est de présenter un domaine d'activité qui manifeste l'implication des artistes dans la science et celle des scientifiques dans les arts. Donc l'exposition Cybernetic Serendipity avait vraiment pour but de montrer les liens entre l'art et la science, comment ces deux domaines allaient s'influencer, comment les artistes allaient s'emparer des nouvelles technologies pour créer et comment les scientifiques également allaient trouver de l'inspiration dans l'art. Puisque finalement, il y a aussi énormément de productions qui ont pu voir le jour dans les sciences parce que des artistes avaient eu l'idée à un moment que finalement on pourrait imaginer ça. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup par exemple dans les films de science-fiction, où parfois des artistes qui n'ont aucune barrière, aucune contrainte, vont envisager certaines technologies comme possibles, et c'est seulement ensuite que les scientifiques s'adressent à cette technologie-là et le mettent véritablement dans le monde réel. Dans les années 70, on voit également apparaître les palettes graphiques et les écrans couleurs. Donc là, ça va une fois de plus étendre le champ de la création. Et ici, vous pouvez voir par exemple les œuvres d'un artiste qui est vraiment pionnier en matière d'art numérique, qui s'appelle David M. et donc qui a créé des premières peintures numériques. Voilà, je vous invite à regarder un petit peu les œuvres de cet artiste qui est vraiment un précurseur, on va dire, en matière de peinture digitale. La fin des années 70 voit également l'apparition de Ars Electronica. Donc Ars Electronica, c'est un festival autrichien qui est dédié à la promotion de l'art numérique et qui a encore lieu aujourd'hui. C'est aujourd'hui un festival qui est très renommé et qui consacre chaque année un artiste numérique qui gagne le prix Ars Electronica, qui est aujourd'hui un des prix les plus prestigieux pour récompenser l'art digital. Donc voilà, je vous invite largement un jour à participer à ce festival, c'est assez fantastique. Et donc c'est un événement aussi assez important, comme la première exposition, le premier festival dédié à l'art digital a fait à l'époque énormément de bruit. On continue avec les années 80 et le début de l'imagerie 3D, donc qui va encore donner une nouvelle esthétique et de nouveaux possibles aux artistes. Donc ici, vous avez un artiste qui s'est intéressé en fait à comment on va reproduire des lois de la nature dans le monde numérique, comment on va recréer des mondes organiques, mystérieux, fabuleux. Donc il va reprendre tout un tas de phénomènes organiques comme le fractal ou tout simplement des lois observables dans la nature. Et c'est un artiste qui crée encore aujourd'hui, cette fois-ci des œuvres en 8K par exemple, donc il a poursuivi son évolution au fur et à mesure des années. Dans les années 90, cette fois-ci, on va s'intéresser à tout ce qui est réalité virtuelle. Et ici, vous avez l'exemple d'une œuvre de Maurice Benayoun, qui est un artiste algérien qui s'était intéressé à l'époque à recréer un tunnel sous l'Atlantique. Donc en fait, vous pouviez voir au centre Georges Pompidou et au musée d'art contemporain de Montréal l'espace du voisin. Donc on avait une reconnexion virtuelle. Donc ce qui intéressait l'artiste, c'était de voir comment l'art pouvait recréer de nouveaux espaces, comment en s'appropriant finalement un terrain de jeu, on pouvait co-créer un espace imaginaire, l'espace du coup qui relierait ces deux musées. Donc c'était également
une initiative très marquante à l'époque avec cet artiste qui fait partie également des artistes numériques les plus renommés. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que à chaque année, son innovation, on a les premiers ordinateurs qui vont être en noir et blanc, et puis on a la couleur, on a Paint, on a le 3D, puis la réalité virtuelle. Chaque fois, on a des artistes qui prennent ce terrain de jeu et qui vont créer de nouveaux modes d'expression. Mais finalement, lorsqu'on a creusé avec Julie, ce qui nous a semblé intéressant, c'est que pour nous, le lien entre l'art et la science date pas d'hier. Et les artistes, finalement, selon nous, de tout temps, ont été fascinés par les mathématiques, par le travail sur les proportions. Donc on peut dater ça aux premières architectures qui avaient comme mot d'ordre le nombre d'or. On peut penser également à l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. L'art digital, ça vient de l'art numérique, ça vient du nombre, et le nombre dans la création, finalement, il est là depuis les débuts. Donc s'il y a du numérique et des mathématiques un peu partout, comment est-ce qu'on peut vraiment appréhender l'art digital? Comment on peut tenter de le définir? Eh bien, c'est ce que Julie va tenter de faire tout de suite. Tout à fait. Effectivement, vous avez tout à l'heure essayé de commencer à plus ou moins définir ce qu'était une œuvre d'art numérique. Et comme le disait Laurie, en fait, il est vrai que l'artiste de tout temps s'est approprié les outils que lui offrait son époque pour dévoiler sa propre vision du monde à l'époque à laquelle il évoluait. Donc par le passé, l'artiste avait à disposition des outils comme de la peinture ou de la sculpture et se servait donc de ces outils. Aujourd'hui, il y a une multiplication de nouveaux outils grâce aux nouvelles technologies qui permettent aux artistes d'avoir un terrain de jeu toujours plus large et de nouveaux outils à explorer dans leur processus créatif. On le sait, l'œuvre d'art est le résultat du travail de l'artiste qui va vraiment tenter de nous dévoiler son regard du monde. Et donc, deux définitions peuvent être envisagées pour ce qui relève de l'œuvre d'art digitale. D'une part, une définition qui toucherait au médium de création. L'œuvre d'art numérique serait donc une œuvre d'art qui se servirait du numérique comme médium de création. Et une autre définition consisterait à dire que l'œuvre d'art digitale, l'œuvre d'art numérique, on peut aussi utiliser les deux terminologies, serait celle qui placerait le numérique au cœur de la réflexion d'un artiste. Alors si on commence à regarder la première définition, envisagée sous le prisme du médium, on pourrait donc considérer que les œuvres d'art digitales sont celles qui vont explorer des outils, des techniques numériques, donc on se placerait sous le positionnement de l'outil. Mais si on envisage cette définition comme la bonne, on pourrait donc considérer qu'une photographie, qu'une illustration, même qu'une œuvre d'art traditionnelle retravaillée par l'ordinateur serait considérée comme une œuvre d'art numérique. On trouve donc que cette définition est un peu englobante dans un monde qui est vraiment dominé par les technologies. Et donc, selon nous et selon les professionnels du marché de l'art et notamment les professionnels du marché de l'art digital, qu'il faut vraiment distinguer les courants artistiques plus traditionnels qui progressivement se mettent à la page et vont donc progressivement introduire le digital pour moderniser leur approche, avec par exemple la photographie qui se modernise en passant de la photographie argentique à la photographie numérique, et des œuvres d'art qui vont plutôt positionner le numérique au cœur de la réflexion de l'artiste. C'est donc la définition qu'on a décidé de privilégier pour qualifier une œuvre d'art digitale. L'œuvre d'art digitale sera donc celle qui va placer le digital au cœur, comme je disais, de la réflexion de l'artiste, avec un artiste qui va essayer de questionner notre rapport aux nouvelles technologies, quelle est la place de l'humain dans un monde qui est plus ou moins drivé par les nouvelles technologies. Et si on s'en tient à cette définition, il y a trois grands courants qui peuvent être considérés comme des œuvres d'art digitales, trois courants qui posent le socle de l'art numérique. Ces trois grands courants que vous devez probablement connaître sont l'art interactif, l'art génératif et l'art immersif. Commencer par l'art interactif. Est-ce que dans la salle, certains d'entre vous ont déjà eu la chance de vivre une expérience d'art interactif? Vous êtes deux, par ici, à la barre aussi. Oui, ça vous avait plu?
Alors, on va y venir. C'est vrai que peut-être que je peux commencer par requalifier les trois grands courants d'art numérique. Mais effectivement, l'Atelier des Lumières est plutôt considéré comme une expérience d'art immersif. Donc l'art interactif, c'est l'art qui va s'intéresser à l'interactivité. On a un changement de paradigme puisque le spectateur ne va plus être considéré comme un spectateur, mais il est vraiment considéré comme un acteur de l'œuvre. Il devient véritablement actif quant à la création de l'œuvre, qui va pouvoir se modéliser grâce à ses mouvements, par exemple, puisqu'il s'agit d'œuvres qui sont équipées par les artistes de capteurs. Donc des capteurs de luminosité, des capteurs de température, des capteurs de mouvement. Et donc, on voit ici, par exemple, avec une œuvre d'un collectif américain qui s'appelle le Future Wave. Alors, l'œuvre n'est pas ici en mouvement, mais on vous montrera par la suite un condensé de plusieurs exemples d'œuvres vidéo. Mais ici, le mouvement du spectateur va faire influer le visuel de l'œuvre. Et donc, l'œuvre est un flux permanent d'informations. L'œuvre se renouvelle à l'infini. Et donc on a vraiment un changement avec un spectateur qui devient complètement moteur et actif dans la concrétisation de l'œuvre. Le deuxième grand courant artistique numérique, c'est l'art génératif. L'art génératif, c'est l'art qui repose sur des algorithmes. On a donc des artistes qui vont créer des systèmes algorithmiques, qui vont agrémenter différentes datas. Donc l'artiste, si vous voulez, prédéfinit les éléments qui vont faire influer l'œuvre, et par la suite, le résultat de l'œuvre est aléatoire en fonction des différents paramètres qui ont été programmés par l'artiste dans les algorithmes. Donc à nouveau, on a ici un exemple d'œuvre qui est en perpétuel renouvellement. Donc c'est un flux continu d'informations. On dit que l'œuvre est finalement livrée, c'est un work in progress. L'œuvre est livrée dans une forme inachevée et donc va se régénérer à l'infini pour avoir une œuvre qui est sans cesse une nouvelle œuvre et qui sera toujours différente. C'est donc un exemple d'œuvre générative qui va cette fois-ci reposer sur des algorithmes. Enfin, le troisième grand courant, pour revenir à ce que vous disiez vis-à-vis de l'Atelier des Lumières, c'est ce qu'on appelle l'art immersif. On le sait, on le voit, l'art numérique repose sur une véritable expérience pour le spectateur qui, on le disait, devient vraiment acteur dans la concrétisation de l'œuvre. Et bien ici, dans l'expérience d'art immersif, nous avons un spectateur qui va être immergé dans un univers visuel, sonore, qui peut être également olfactif, pourquoi pas tactile, et le spectateur est vraiment immergé dans cet univers-là. À nouveau, on parlait de l'Atelier des Lumières, on peut tout à fait imaginer une expérience qui mixe de l'immersif et de l'interactif. Et donc, le spectateur immergé dans un univers visuel et sonore à 360 degrés pourrait également avoir recours à de l'interactivité avec une œuvre d'art qui évoluerait au gré de ses mouvements, puisqu'on pourrait imaginer aussi que l'espace soit équipé de capteurs de mouvement, par exemple. Donc, avec l'art immersif, on se positionne à nouveau vraiment dans une expérience qui est très émotionnelle et où le spectateur est immergé dans une expérience qui est totalement différente des expériences qu'on a pu vivre par le passé sur le marché de l'art. Et pour rappel, l'Atelier des Lumières avait fait en 2018 plus d'1 million de visiteurs en quelques semaines, donc c'était du jamais vu. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de s'y rendre, ce qui était assez marquant, c'est qu'on y trouvait vraiment tout type de public, des très jeunes, des moins jeunes, des personnes très sensibles à l'art qui souhaitaient justement comprendre tout le potentiel créatif des nouvelles technologies, et des personnes qui parfois se rendaient dans un musée pour la première fois parce qu'elles voyaient dans le numérique quelque chose de très accessible. Donc c'est une initiative qui a été assez marquante et qui a aussi contribué à l'émergence, en tout cas à la démocratisation de l'art digital. En parallèle de l'Atelier des Lumières, il y avait également une exposition à l'époque à la Villette, le Team Lab, où là, on avait eu également une fréquentation record, puisque le Team Lab était dans le top 5 des expositions les plus visitées du moment. À l'époque, le Team Lab avait même devancé l'exposition Kupka, qui avait lieu dans le même temps, qui était quand même aussi tout à fait fabuleuse. Donc voilà, ça montrait quand même un certain engouement de la part du public, et une volonté en tout cas de vivre de nouvelles émotions, peut-être plus ancrées dans l'air du temps, avec ce que dit Julie, une émotion qui puisse être vécue à 360, avec une interactivité.
rigolo, au Team Lab, il y avait une espèce d'écran où en fait on pouvait, c'était surtout pour les enfants, mais on l'a fait aussi. On pouvait dessiner ou colorier un poisson avec les couleurs qu'on voulait, on insérait dans une machine, et puis on voyait notre poisson qui prenait vie et puis qui se déplaçait dans un décor. Et, je pense que c'était assez interactif parce que tout le monde dessinait des poissons et on voyait ces trucs qui bougeaient devant nous. C'était assez rigolo. Et c'est là qu'on remet complètement en cause les codes de l'art traditionnel. Normalement, l'artiste nous livre l'œuvre en l'état et on peut seulement la regarder. Alors qu'avec l'art digital, justement, le spectateur devient complètement acteur de l'œuvre. Juste une petite réflexion peut-être par rapport à l'atelier des Lumières et ce qui va être dit par Adam. Est-ce que vous considérez que parce qu'il y a une mise en process en fait immersive, même s'il n'y a pas de création, enfin l'atelier des Lumières, ça a commencé, c'était l'exposition de Klimt, ça restait des œuvres de Klimt qui étaient simplement redimensionnées, mais il n'y avait pas de vocation à faire œuvre en fait. De la même manière, à partir du moment où on interagit, on crée un poisson, est-ce que ça fait de nous des artistes? À quel moment, où est-ce que vous situez la limite en fait entre ce qui est de l'ordre de la création, de la pratique et de ce qui va devenir art et faire œuvre? Pour moi, il y a une différence, mais je ne sais pas comment vous envisagez les choses. Eh bien, nous, on place l'art tout de même là où il y a la signature d'un artiste. Donc, on perçoit par exemple l'Atelier des Lumières plus comme un lieu d'expérience qui nous invite à redécouvrir les travaux d'artistes traditionnels avec une expérience qui est complètement digitalisée. Mais on n'a pas vraiment de signature de l'artiste, même si l'Atelier des Lumières a fait quelques expérimentations avec de vrais artistes digitaux lors de festivals plus isolés. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que l'art numérique est un moyen d'éduquer aux nouvelles technologies et d'amener du coup un nouveau public à s'intéresser vraiment aux travaux d'artistes qui créent avec leur propre univers, leur propre sensibilité pour toucher un certain nombre de sujets. Donc il y a effectivement des expériences qui sont plutôt de l'ordre du ludique et des expériences qui relèvent vraiment de la création artistique, et il y a effectivement une distinction à faire à notre sens. Et je rebondis sur le sujet de l'Atelier des Lumières. Je pense qu'il y avait, et pour avoir pas mal échangé avec notamment les fondateurs du lieu, il y avait aussi un besoin de démocratiser, d'évangéliser à l'art numérique. Et finalement, en commençant à travailler avec des artistes qui repensent des grands classiques de l'art, le public s'y intéressait parce qu'il avait envie de comprendre ce qu'était l'art numérique. Nous, on considère qu'il s'agit d'une expérience, mais pas véritablement d'art, même s'il s'agit quand même d'artistes, puisqu'ils retravaillent, donc il s'agit d'œuvres dérivées. Donc jamais de numérisation, mais d'œuvres dérivées. Et en fait, dans un second temps, comme a commencé à le souligner Laurie, l'Atelier des Lumières s'est mis à organiser 2 festivals d'art numérique, vraiment consacrés à des artistes digitaux. Et leur cheminement était qu'on avait besoin d'évangéliser dans un premier temps avec des grands classiques de l'art que connaissait le public, pour progressivement arriver à l'art digital en tant que tel. Ce qui fait aujourd'hui qu'il y a eu notamment la consécration des NFT, c'est que de plus en plus le public est enclin à ce genre d'expérience. Oui, je suis juste un peu étonnée que vous ne parliez pas du tout de la gaieté lyrique. Il y a 3 ou 4 ans, il y a eu une très belle exposition, et pour moi c'était vraiment de l'interactif, où en fait il y avait un collectif d'artistes, à la fois visuel, à la fois audio et autres, et où le spectateur, par le déplacement, par des mouvements, on interagissait sur les œuvres. Est-ce que c'est pour vous, si vous voyez ce à quoi je fais référence, est-ce que c'est de l'art interactif? Alors je pense que c'est peut-être l'exposition avec Adrien Mondo et Claire Coteau, je pense, c'était peut-être ça. Et effectivement, la Gaieté Lyrique est une merveilleuse institution pour la promotion de l'art digital. Très récemment, vous aviez également l'artiste Olivier Ratti qui exposait des sculptures numériques. Donc oui, effectivement, on ne parle pas de toutes les expositions. Il y avait d'ailleurs, dans le même temps que le Team Lab, l'Atelier des Lumières, une exposition qui avait eu lieu au Grand Palais également, Artists and Robots, avec des artistes comme Orlan, comme celui qui est exposé à Station F justement. En tout cas, une exposition qui reprenait l'art et la robotique, l'art et le génératif. Donc effectivement, il y a beaucoup d'initiatives qui ont commencé à voir le jour, notamment à partir de 2018.
Complètement, oui, oui. Si on parle de la même exposition, effectivement, vous pouviez marcher sur le sol et... Bonjour à tous, c'était juste pour une petite expérience. J'avais été voir à la Villette il y a quelques années, il y avait une expo d'art immersif sur Van Gogh. Et j'étais avec quelques ados qui avaient été transportés, ils avaient trouvé ça formidable. Et quelques jours après, j'ai été au musée d'Orsay pour leur montrer les œuvres. Et là, ils ont été, mais là, déçus. Mais déçus. Donc voilà, c'est une question. C'était intéressant. Et moi, j'avais pas du tout intégré qu'ils auraient pu être déçus en voyant les œuvres originales. Ce qui est intéressant, c'est que l'art suscite le débat aussi, et au moins il y aura eu un échange à ce sujet. Et après, l'art est aussi très subjectif, il peut plaire aussi à certaines personnes et non, mais c'est vrai que c'est un retour qui est étonnant. Je vous propose qu'on poursuive cette petite présentation. Merci beaucoup pour vos questions et remarques. Donc nous parlions de ces trois grands courants qui étaient l'art immersif, l'art génératif et l'art interactif. Il est vrai que ces trois grands courants posent le socle de ce qu'est l'art numérique aujourd'hui, mais ont consacré par la suite de nouveaux modes d'exploration, de nouveaux médias pour les artistes. Et nous avons tenté aujourd'hui de dresser une petite typologie qui est non exhaustive, évidemment, de savoir-faire qui sont aujourd'hui explorés par les artistes. Commençons par le mapping vidéo, et comme je vous le disais, nous vous présenterons dans un second temps une petite vidéo qui recense pas mal d'exemples de ces différents savoir-faire qu'on vous présente aujourd'hui. Le mapping vidéo, j'imagine que vous avez probablement eu la chance de vivre ce type d'expérience dans l'espace public. On l'appelle également des fresques lumineuses ou encore des projections illusionnistes. Ce sont donc, c'est une technologie multimédia qui permet d'avoir de la projection de lumière ou de vidéo sur des volumes. Et donc, il s'agit d'une expérience qui est vécue généralement dans l'espace public, puisqu'il faut que les projections soient faites sur des espaces en relief, dans l'idée que les bâtiments puissent prendre vie grâce à une expérience d'art numérique. Et du coup, c'est vrai qu'à nouveau, on voit que l'art digital se vit dans de nouveaux lieux d'exposition et peut se prêter à un public nouveau, puisqu'il se prête très bien à l'espace public notamment. Justement, nous, c'est la vision qu'on a chez Artpoint, c'est d'essayer de proposer l'accès à l'art dans de nouveaux lieux d'exposition, de le sortir de l'espace des musées pour l'apporter à un public plus large, à un public nouveau. Il n'a pas toujours la chance de se rendre dans des musées. Eh bien, c'est totalement la force du mapping vidéo. Vous connaissez probablement la Fête des Lumières à Lyon, qui consacre des expériences de mapping vidéo avec de grands artistes qui viennent complètement repenser l'architecture de Lyon pendant un week-end juste avant les fêtes de Noël. Poursuivons avec le net art. Le net art, c'est l'ensemble des œuvres qui vont se servir d'Internet comme médium de création. On a donc des œuvres qui sont interactives et génératives, ou alors ou génératives, et qui se servent du réseau Internet pour être créées. La réalité augmentée désormais. Est-ce que vous avez déjà testé des expériences de réalité augmentée, peut-être sur votre téléphone ou sur une tablette par exemple? Ouais. Plus ou moins. Ça vous avait plu? Ça dépend de quelle idée vous avez fait, parce que parfois ça donne des vestiges, je sais pas. Mais parfois c'est génial, comme c'est un petit film d'éducation avec l'architecture, mais oui, on rentre dedans, on peut entourer le bâtiment, on peut... Alors ça, je pense que c'est la réalité virtuelle. Mais on va en parler juste après, il me semble. Réalité augmentée, c'est quand on ajoute une composante dans un espace physique qu'on peut voir par le prisme d'un téléphone portable, d'une tablette, d'un ordinateur. On ajoute une surcouche numérique à la réalité qu'on peut voir avec nos propres yeux. C'est tout à fait ça, c'est l'artiste qui crée une couche de données qui va se superposer sur le monde physique finalement. Et on le voit ici, on voit par exemple une œuvre de l'artiste Jeff Koons qui a été superposée finalement au monde réel, dans un parc.
Et donc, ça permet à des sculpteurs, à des peintres par exemple, de nous faire vivre l'expérience de leurs œuvres dans de nouveaux lieux d'exposition, puisque l'œuvre se superpose sur le monde réel. Donc on a vraiment un lien qui est créé entre le monde virtuel et le monde réel grâce à la réalité augmentée, et qui permet à nouveau de vivre des expériences artistiques pour un public nouveau, puisque c'est une catégorie d'œuvres d'art qui est complètement exempte d'un support et qui peut se vivre aussi bien sur des téléphones que sur des tablettes par exemple. Là, c'était un partenariat avec Snapchat en l'occurrence. Donc par l'application Snapchat, sur certains endroits précis, vous pouviez voir apparaître des sculptures en taille XXL. C'est comme Pokémon Go, mais avec des sculptures de Jeff Koons. Et nous arrivons, comme vous le soulignez très bien, à la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, cette fois-ci, ce sont des artistes qui vont simuler numériquement de nouveaux environnements. Donc là, le spectateur est complètement immergé dans un monde virtuel qui peut s'inspirer de la réalité ou non. C'est une expérience qui se vit dans des casques de réalité virtuelle ou alors dans des salles plus ou moins immersives où on vient vivre une expérience de réalité virtuelle. Les premières expériences de réalité virtuelle ont été pensées en 1956 et les premiers casques, c'était vraiment des artistes qui commençaient à s'intéresser au sujet, et dans les années 90, les premiers casques de réalité virtuelle ont été créés. Aujourd'hui, c'est un terrain de jeu qui est très fécond pour les artistes qui se mettent de plus en plus à explorer la réalité virtuelle. Et effectivement, je pense que vous aviez vécu une expérience de réalité virtuelle. Nous arrivons désormais aux arts de la scène. On voit que l'émergence de toutes ces nouvelles technologies ont pu également chambouler d'anciens secteurs que sont par exemple le théâtre, la danse, la performance, où on va finalement faire en sorte que ces différents secteurs prennent encore plus vie grâce aux nouvelles technologies. Et on a notamment des artistes qui vont créer des expériences de danse et un visuel qui va évoluer au rythme de leur mouvement, donc dans une expérience qui est à nouveau interactive mais qui est vue sous le prisme de la performance. Dans les pays anglo-saxons, on appelle ça les digital performance. Voilà, on va avoir ça, on va avoir par exemple des artistes, vous le voyez aussi ici, qui vont créer des visuels qui réagissent en temps réel en fonction du son. Donc on est aussi dans de la performance et on voit que les nouvelles technologies permettent de repenser complètement des savoir-faire artistiques qui existent depuis bien des années et qui sont encore optimisés grâce aux nouvelles technologies. Et enfin, on a décidé de parler quelques instants de la robotique, on va parler de l'exposition Artists and Robots au Grand Palais. Juste par curiosité, combien de personnes ont pu se rendre à cette exposition? Super. Et bien là, on voyait un succès à nouveau très important de cette exposition. Nous, c'était un de nos constats. On avait remarqué que ce type d'exposition fascinait le public parce que, à nouveau, on pouvait se poser la question de qui, effectivement, comme on le soulignait tout à l'heure, était l'artiste. Et ce sont des artistes qui veulent véritablement poser la question à leur auditoire de la place de l'humain justement dans un monde qui est complètement axé sur les nouvelles technologies. Finalement, qui est l'artiste? Est-ce qu'il s'agit de l'artiste qui a éduqué son robot, plus ou moins? Est-ce qu'il s'agit du spectateur qui peut créer une véritable interaction avec le robot? Est-ce qu'il s'agit du robot? Et ça soulève de vraies questions dans un monde qui est très axé sur les nouvelles technologies. Donc beaucoup d'artistes qui sont passionnants et qui essayent de rendre des robots intelligents. Je pense qu'on mettra peut-être la vidéo juste après, comme d'expérience, ça peut chambouler un tout petit peu la présentation. Mais du coup, pour faire la transition en attendant, ce qu'on voit finalement, c'est que l'art numérique repense complètement les codes du marché de l'art traditionnel, puisque on se pose de multiples questions. Qui est l'artiste? Est-ce eh bien l'artiste tel qu'on le connaît? Est-ce l'ordinateur? Quel est le lieu de diffusion? L'art numérique passe la porte des musées, s'expose dans l'espace public sur des façades, chez soi avec des expériences de réalité virtuelle, depuis son smartphone avec de la réalité augmentée.
Quelle est finalement l'interaction qu'on peut trouver avec l'art digital, qui se présente à nous sous sa forme inachevée. Quelle unicité, quelle rareté pensée pour des œuvres qui très souvent sont intangibles et donc par nature duplicables à l'infini. Et bien toutes ces questions, en fait, ça a exclu en partie l'art digital du marché de l'art traditionnel. Donc l'art digital a été très longtemps en marge des plus grands musées, des plus grandes institutions et surtout en marge des galeries et en retrait de toutes les collections. L'art numérique a eu un petit peu de mal à trouver son modèle justement parce que de tout temps le marché de l'art a reposé sur des notions de rareté et le collectionneur a ce besoin finalement de posséder une œuvre et c'est quelque chose qui semblait très complexe en fait avec l'art numérique. Sauf que on a une technologie aujourd'hui qui est la blockchain qui permet finalement de repenser l'unicité sur des actifs numériques. Donc ce qu'on a pu observer depuis ces dernières années et surtout depuis la vente de Beeple qu'on mentionnait au début de la présentation, c'est que la blockchain a commencé à recréer des conditions du marché de l'art traditionnel pour le marché de l'art numérique. Et aujourd'hui, on a des collectionneurs d'art numérique qui émergent, comme on a des collectionneurs qui se concentrent sur la peinture, la gravure, ou encore la sculpture. Donc on peut peut-être passer à la vidéo et après on ouvrira un peu le débat sur justement tout ce sujet des NFT. J'espère. Est-ce que vous avez tous déjà entendu parler de NFT? Oui, ouais. Peut-être en attendant, qui dans la salle a déjà acheté des NFT? C'est encore une minorité, et qui pense peut-être cette année se lancer, ou en tout cas s'intéresse de près au sujet? D'accord, oui, bien sûr. Donc NFT, c'est de façon littérale, Non-Fungible Token. Le NFT est un acte de propriété qui est enregistré sur un actif numérique sur la blockchain. La blockchain peut être vue comme un immense répertoire, un livre comptable qui est accessible à tout le monde en tout temps et en tout lieu, et donc qui permet une traçabilité et surtout une totale transparence de la propriété d'une œuvre. Donc aujourd'hui, grâce à la blockchain, on est à même de dire que cette œuvre numérique, qui certes peut être plagiée et peut être diffusée à différents endroits en même temps, appartient pourtant à tel propriétaire. Du coup, je vais vous montrer la petite vidéo que Julie voulait vous partager avant qu'on puisse parler plus du marché des NFT. Cette vidéo vous permettra d'avoir un aperçu de différents types d'expériences d'art digital qui peuvent être vécues pour le spectateur. Sur l'œuvre d'un artiste français qui s'appelle Paul Vivien. On parlait des expériences de mapping sur des bâtiments tout à l'heure. Il s'agissait à l'instant d'une expérience de mapping. Et ici, une expérience de mapping plutôt sur un mur dans un espace intérieur. C'est justement un artiste qui a été exposé à la Gaieté Lyrique récemment. Il s'agit d'Olivier Ratti, pour ceux qui ont pu voir son exposition, qui s'intéresse au principe de l'anamorphose. Vous avez ici du tape mapping. Les artistes qui font du tape mapping vont venir apposer des rubans adhésifs sur un mur ou sur une façade. Et dans un second temps, ils vont venir animer cette fresque créée grâce à des rubans adhésifs, grâce à la projection. Vous allez voir dans quelques instants, la fresque s'anime d'un jeu de lumière créé par les artistes. Donc ça, c'est également quelque chose d'intéressant sur l'art numérique, c'est que l'art numérique souvent mixe les médias.
Donc on a beaucoup d'artistes qui vont eh bien, prendre un savoir-faire traditionnel comme la peinture, le street art, le tape art, et venir augmenter l'œuvre pour ajouter cette dimension dynamique, cette vie très propre à l'art digital. Et d'ailleurs, nous, on représente beaucoup d'artistes qui ne sont pas nécessairement nativement numériques, mais qui sont par exemple sculpteurs de formation, peintres de formation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va vraiment l'observer dans leur approche. On peut percevoir qu'ils sont également sculpteurs, ils essayent de se servir de nouvelles technologies pour aller encore plus loin de leur démarche. Mais c'est très intéressant. On parlait de l'art interactif. Vous voyez que là, l'œuvre évolue au rythme du mouvement de la personne qui se positionne devant l'écran. Donc avec l'art numérique, on peut vraiment avoir ce dialogue et on abolit toutes les distances. C'est ce qui est intéressant, c'est que face à une peinture, il y a tout de même un certain recul qui est pris. On n'ose pas toucher une peinture, on est juste spectateur, alors que l'art numérique, souvent, on est au contraire invité à toucher, à passer dans l'œuvre, à interagir avec elle. Donc il y a un rapport qui est parfois plus intime, on va dire, et on a vraiment l'impression de rentrer également en connexion avec l'artiste, puisque on est amené à essayer de comprendre du coup comment est-ce qu'il souhaite qu'on interagisse avec son travail, pourquoi il nous a mis cet outil dans les mains. Là par exemple, l'interaction se fait via un piano, et donc lorsque vous jouez sur ce piano, vous voyez un visuel qui évolue du coup en temps réel. Donc vous avez également une synergie entre le son et le mouvement. On parlait de la performance tout à l'heure, juste avant, vous aviez une sculpture digitale qui était alliée aussi à de la performance, puisque la danse influait aussi sur l'évolution des couleurs de la sculpture digitale. Également ici des exemples de sculptures connectées. Ce qui est intéressant, c'est de voir à nouveau, comme on soulignait tout à l'heure, que l'art digital se vit dans de nouveaux lieux. On voit ici des sculptures qui sont proposées dans l'espace public et qui se prêtent donc à un public nouveau. Donc finalement, on voit que c'est assez difficile de rentrer l'art numérique dans des cases parce qu'il y a énormément de médias différents et donc beaucoup de formes d'expression distinctes. Aujourd'hui, une des formes d'art numérique qui se vend extrêmement bien en NFT, c'est tout ce qui va toucher à la vidéo, la 3D, le GIF, l'animation. On a depuis notamment la vente de Beeple une explosion des grandes plateformes de vente d'œuvres d'art numérique comme OpenSea, SuperRare, Rarible ou encore Nifty Gateway. Et ce qui est complexe, c'est que on voit tout de même deux types de public et de réaction face à ça, puisque finalement tout est un petit peu mélangé. Donc sur ces plateformes, on va trouver à la fois les travaux d'artistes brillants, mais également des simples collectibles, donc finalement juste des sortes d'émoticônes où on ne sent pas un travail et encore moins la patte d'un artiste. On a des phénomènes de spéculation, puisque aujourd'hui la plupart des œuvres vendues en NFT sont revendues dans les heures qui suivent, et le délai de détention d'un NFT moyen est, il me semble, de 7 jours. Donc en fait, on est un peu dans un moment où on a cette technologie qui est fabuleuse pour les artistes numériques parce qu'elle permet enfin aux artistes digitaux de bien se vendre et donc de vivre de leur travail. Et en même temps, il y a pour le moment encore un phénomène de spéculation où des œuvres d'artistes talentueux se retrouvent mêlées à des projets qui sont plutôt dans une recherche de spéculation ou de créer un sentiment d'appartenance à certains projets. Donc on est, on va dire, en ce moment sur le marché des NFT un peu dans un bear market, où il y a beaucoup de personnes qui se demandent fondamentalement qu'est-ce que cette technologie a de bon à apporter si ça dépense autant d'énergie, ça crée autant de spéculation. Il y a beaucoup de personnes qui aussi ont essayé de s'y mettre en se disant bah, tiens, est-ce qu'il n'y a pas effectivement
une économie à se faire, puisqu'ils avaient entendu que certaines personnes avaient acheté des CryptoPunks et les avaient revendus pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais finalement, c'est plus compliqué que ça, et nous, on pense que collectionner une œuvre d'art, ça doit d'abord venir de la volonté vraiment de soutenir un artiste et d'aller au plus proche de son œuvre. Donc aujourd'hui, nous, notre mission, c'est vraiment d'essayer de replacer l'art au centre de cette technologie, que cette technologie serve vraiment à la promotion avant tout des artistes. Et on pense que si on veut vraiment faire émerger les NFT au plus grand nombre et permettre à n'importe qui de s'y intéresser, ça doit être placé au cœur de valeurs humaines, de partage et d'accès à l'art de façon plus large. Par rapport à justement la question des lieux de diffusion du NFT, c'est vrai que contrairement aux autres pratiques que vous venez d'énoncer, l'immersive, etc., c'est vrai que le NFT est attaché finalement à un support qui est la blockchain. Comment vous voyez ça en fait? Parce que précisément, il ne s'inscrit, pour moi, il ne s'inscrit pas exactement dans les définitions que vous avez indiquées tout à l'heure. Est-ce que précisément par rapport au NFT, juste pour aller plus loin dans cette réflexion, c'est qu'il y a un musée dédié au NFT qui est ouvert à Seattle. Donc en fait, on revient finalement dans un espace muséal assez traditionnel. Finalement, c'est peut-être un support qui est assez conservateur finalement, le NFT. Est-ce que c'est le marché de l'art qui veut ça? En fait, au-delà du support, selon moi, il s'agit surtout d'une technologie. Une technologie qui peut s'adosser à différents types finalement d'actifs. En l'occurrence, une technologie qui peut s'adosser à une œuvre d'art numérique. Et c'est simplement une technologie qui va permettre à cette œuvre d'art numérique, finalement, de prendre sa place sur le marché de l'art, puisqu'il y a des codes, en fait, de tout temps, pour qu'une œuvre prenne sa place sur le marché de l'art, notamment celui qu'elle puisse être validée par un collectionneur, et donc qu'elle puisse avoir recours à un certificat d'authenticité. Donc moi, je vois plutôt le NFT comme une technologie qui est adossée à des œuvres d'art, et vis-à-vis de la notion de lieu de diffusion, il est vrai qu'aujourd'hui, le NFT est encore trop méconnu, on va dire, du grand public, mais justement, il y a de plus en plus d'initiatives qui émergent pour qu'il s'adresse de plus en plus à un plus large public. Et progressivement, en fait, c'est intéressant aussi pour nous de voir ça. On voit que dans nos échanges avec des personnes qui ne sont pas forcément très impliquées sur la blockchain, de plus en plus la notion de NFT est plus ou moins communément admise. Et je pense qu'on a besoin de lieux de diffusion pour démocratiser l'accès aux NFT, que le public commence à comprendre ce que c'est et comprenne par ce biais ce qu'est l'art digital, par exemple. Mais je pense que des lieux de diffusion ou le fait que des œuvres puissent être diffusées sur des écrans dans l'espace public, des œuvres vendues à NFT, est un moyen de démocratiser l'accès aux NFT et de l'évangéliser dans la tête du public. Excuse-moi. J'ai une question concernant plus la dimension de marketplace et comment le marché de l'art en fait peut se réapproprier vraiment une art et le modèle économique attaché au NFT. Quelle est votre vision par rapport à ça pour distinguer en fait des véritables œuvres de tentatives graphiques qui pourraient être présentes sur Revol ou sur OpenSea? Est-ce que le marché de l'art se structure et l'on voit émerger des marketplaces propriétaires à l'art? Non, c'est une très bonne question. Et effectivement, suite à la consécration des NFT en avril dernier, on a vu émerger énormément de plateformes plus ou moins fourre-tout. Donc très intéressant à nouveau pour l'art digital parce qu'il était mis sous le feu des projecteurs et que de plus en plus on commençait à percevoir ce qu'était une œuvre d'art digital. Mais finalement, ça pouvait aussi desservir les propos de l'art numérique puisque, comme vous le soulignez très bien, des œuvres d'art pouvaient être aussi confrontées à tout un tas d'autres actifs qui n'étaient pas des œuvres d'art. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de plateformes beaucoup plus axées sur de la curation émerger. Et en fait, ce qui fait finalement qu'on va distinguer une œuvre d'art d'un collectibles, par exemple, ça va être aussi toute la cote de l'artiste, la médiation qu'on va faire autour de l'artiste. Et en fait, nous, par exemple, on travaille à tous ces sujets-là pour faire en sorte de bien distinguer et de progressivement, dans la tête du public, bien arriver à une distinction entre un actif qui est adossé, enfin un NFT qui est adossé à un fichier numérique quelconque et un NFT adossé à une œuvre d'art qui reprend donc tous les codes de médiation et qui s'intéresse à des artistes qui ont une vraie démarche artistique. Ce qui est intéressant également, c'est que
grâce à cette désintermédiation qu'on observe dans de nombreux secteurs aujourd'hui, on est plutôt généralement à enlever l'intermédiaire dans chaque business, et donc de la même manière sur le marché de l'art, on tend à faire disparaître la galerie, même si finalement nous on croit beaucoup encore à la pertinence de la galerie. Et d'ailleurs Sotheby's, Christie's se mettent au NFT parce que quand on voit une vente organisée par Christie's et qu'on a besoin d'être rassuré sur la pertinence de l'artiste, ça reste un tampon de légitimité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les plateformes ont permis à des artistes qui n'étaient pas représentés en galerie de se vendre et même d'émerger. On a des artistes comme Mourad Pak qui sont encore anonymes aujourd'hui, qui ont vendu des œuvres à plusieurs millions d'euros. C'était des artistes qui n'étaient pas dans ces clous-là de galerie. Donc il y a des artistes qui ont commencé en fait à se vendre eux-mêmes, à faire leur com sur aujourd'hui de nouveaux médias comme Twitter. C'est l'espace de référence pour les artistes numériques, et qui à mon avis demain organiseront également des ventes avec des acteurs plus traditionnels pour apporter une caution supplémentaire à leur art. C'était le cas hier par exemple, vous aviez une vente aux enchères de NFT organisée au Fauve Paris. Il y avait de nombreux collectionneurs qui étaient présents parce que la caution apportée par la maison de vente Fauve donnait beaucoup plus de poids et rassurait les collectionneurs plus traditionnels. Merci. Moi, une question, on va dire presque naïve, mais un NFT pour moi, donc c'est un titre de propriété d'une œuvre d'art numérique. On peut être seul propriétaire, je pense qu'on achète tous les NFT qui ont été créés sur cette œuvre, ou on peut être en copropriété avec d'autres acheteurs. Mais après, moi, ce qui me désole un peu, c'est que j'ai l'impression que suivant l'œuvre, en fait, on ne peut pas en jouir, en fait. On ne peut pas en jouir physiquement. Moi, ce que j'aimerais, si j'acquiers un NFT, c'est avoir le droit, par exemple, si c'est une œuvre digitale qu'on peut projeter sur un écran, c'est d'avoir le droit de projeter l'œuvre digitale et d'en profiter chez moi, tout en n'ayant qu'un titre de propriété que bien sûr je ne détiens que 1% ou je ne sais trop combien, mais d'avoir le droit de jouir de l'œuvre. Et ça, est-ce que c'est possible? C'est un excellent point que vous soulignez là. Effectivement, aujourd'hui, il est d'usage que le collectionneur détienne donc la propriété sur l'œuvre, donc il a l'acte de propriété, mais il ne détient pas les droits. Généralement, les droits sont toujours détenus par l'artiste. Donc c'est vrai qu'il se passe parfois certaines absurdités avec des collectionneurs qui acquièrent des œuvres qui valent des sommes très élevées, mais ils ne détiennent pas les droits. Enfin, ils ont le droit d'exposer leur œuvre dans ce qu'on appelle cercle familial chez eux, mais ils n'ont pas le droit d'aller diffuser l'œuvre par d'autres moyens ou dans d'autres espaces. Maintenant, ce sont des notions qui sont contractuelles, qui se négocient, et à nouveau, il y a de plus en plus d'initiatives qui essayent de remettre le collectionneur au cœur aussi des initiatives NFT. On peut imaginer plusieurs systèmes où on a une codétention des droits, par exemple, entre le collectionneur et l'artiste, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est d'usage que l'artiste détienne les droits et que le collectionneur en détienne assez peu. Maintenant, il existe des collections, comme la collection Bored Ape, par exemple, où le collectionneur détient tous les droits. Donc l'artiste est dessaisi de ses droits, mais c'est un système qui aujourd'hui n'est pas le système privilégié. Mais en fait, ce sont des notions qui sont contractuelles et qui peuvent très bien évoluer. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a un peu, en fait, deux types de collectionneurs. Il y a le collectionneur passion, qui va acheter une œuvre parce qu'il tombe un peu en amour avec elle, et là la notion de support est vraiment essentielle. L'artiste a envie de vivre avec, enfin le collectionneur a envie de vivre avec son œuvre, et donc pour permettre à ces collectionneurs passion de s'intéresser au NFT, c'est sûr qu'il faut adresser la question du support. Et nous, notre souhait, c'est vraiment d'attirer ces collectionneurs-là sur le marché des NFT, parce que c'est souvent des collectionneurs qui sont très proches des artistes, qui souhaitent les soutenir. Et après, il y a le collectionneur plus spéculateur, le collectionneur qui voit également l'art comme un investissement financier. Pour ce collectionneur-là, le support est moins ce qui est essentiel. Parfois, il a tellement d'œuvres en plus qu'il n'a pas de toute façon des murs assez grands pour exposer toute sa collection. Donc c'est peut-être une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, on a encore plus de la deuxième catégorie des collectionneurs sur le marché des NFT. Je voulais revenir sur la question des droits d'auteur précisément. Quelle est la législation qui s'applique en matière de droits d'auteur, dans la mesure où, enfin, est-ce que c'est lié à, je sais
pas, la situation géographique du serveur de blockchain? Est-ce que c'est la situation géographique du collectionneur? Et quels sont les impacts sur les droits d'auteur en général? Alors en fait, ce sont les plateformes qui déterminent les conditions de propriété intellectuelle. Donc c'est pas le droit d'auteur d'un pays ou par exemple le pays du demandeur, de l'artiste ou autre. Ce sont vraiment des conditions générales qui sont adossées au smart contract. Donc en fonction des différentes plateformes ou parfois en fonction des différentes collections qui sont corrélées aux plateformes, les conditions de propriété intellectuelle sont déterminées. Donc c'est pas du tout même corrélé à un pays, ce sont les plateformes et les collections qui déterminent quelles vont être les conditions de droit d'auteur. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, comme je le soulignais tout à l'heure, c'est qu'il y a deux catégories, ce qu'on appelle les droits d'auteur qui se calent sur les collections de Bored Ape et des CryptoPunks. Les CryptoPunks, ce qui est à peu près à 90% des cas, peut-être un peu moins, mais en tout cas dans le cas des CryptoPunks, c'est l'artiste qui détient tous ses droits. Donc le collectionneur acquiert l'acte de propriété mais ne peut pas vraiment en jouir, il peut simplement en jouir à des fins personnelles. Le cas des Bored Ape, qui est un cas assez exceptionnel où le collectionneur a plus de droits. Et après, il y a un troisième cas où l'artiste, donc en lien avec les plateformes, décide de céder ses droits au domaine public, puisque normalement c'est après 70 ans après la mort de l'auteur que les œuvres sont dans le domaine public. Mais là, on décide que les droits sont détenus par toute personne sur Internet. Et donc le collectionneur est toujours bel et bien le propriétaire de l'acte d'authenticité sur l'œuvre, mais tout le monde a le droit d'utiliser cette œuvre, même à des fins commerciales. C'est-à-dire que moi, qui ne suis absolument pas propriétaire, je pourrais totalement aller organiser une exposition et même payer l'entrée à cette exposition. Donc c'est vrai que parfois il y a certaines absurdités qui ont vocation à se structurer. Je pense qu'on va avancer vers un système où le collectionneur aura quand même de plus en plus de droits, où il y aura une codétention plus ou moins des droits entre l'artiste et le collectionneur. Mais en tout cas, la situation aujourd'hui est contractuelle, mais majoritairement des droits détenus par les artistes. Ce qui est pas mal puisque finalement les artistes peuvent aussi continuer à exploiter leurs œuvres. Il y a une autre situation où les acheteurs ont plus de droits sur les œuvres qui sont vendues. Il y a beaucoup de tatoueurs aujourd'hui qui vendent des NFT accompagnés des tatouages. Et du coup là on a vraiment des acheteurs qui jouissent complètement de l'œuvre NFT qu'ils ont acheté. C'est vrai qu'on s'y connaît assez peu dans cet univers-là, mais du coup, donc vous dites qu'eux, par la suite, ils détiennent, oui, c'est ce qui fait sens, parce qu'en fait, ils ont, à mon avis, comme on disait, c'est contractuel, et donc en fonction des secteurs, je pense que les choses doivent évoluer pour pouvoir rythmer au mieux le secteur, mais c'est vrai que dans la mesure où le tatoueur a vocation à aller retatouer sa clientèle, il doit nécessairement avoir des droits sur les tatouages. C'est intéressant, c'est vrai qu'on ne savait pas ça. Ce qui est sûr, c'est que sur beaucoup de plateformes, c'est difficile pour un non-initié de comprendre toutes ces dimensions-là, de comprendre où est-ce qu'il peut lire ses droits, est-ce que c'est dans les CGV, est-ce que c'est dans le smart contract. Donc c'est aussi un des freins à l'adoption, au-delà du manque de support qu'on pouvait citer également. Vous pouvez rappeler les plateformes, s'il vous plaît? Oui, aujourd'hui, les plateformes qui ont le plus de volume de vente, c'est OpenSea, LuxRare, Rarible, Nifty Gateway, Solanart. Après, vous avez des plateformes avec plus de curation, comme SuperRare, où là, seuls quelques drops et quelques artistes ont le droit de vendre. La différence d'une plateforme à l'autre va se faire parfois sur la différence de blockchain. Vous avez des plateformes comme OpenSea qui permettent l'achat et la vente d'œuvres sur différentes blockchains, dont la principale Ethereum. Après, vous allez avoir des plateformes qui vont émerger sur la blockchain Solana, comme Solanart, d'autres sur la blockchain Tezos, qui est très appréciée en France car plus éco-friendly, comme Object. Donc voilà, des plateformes aujourd'hui, il en existe plusieurs milliers. Il n'y a pas un jour, je pense, sans qu'une plateforme tente pas d'émerger. Mais il y a des gros mastodontes comme OpenSea et LuxRare qui prennent une bonne partie du volume des ventes, qui ont par ailleurs pas mal chuté ces derniers temps.
Merci à tous en tout cas pour s'il n'y a pas d'autres questions, ce sera peut-être là. Il faut vraiment que la digitale c'est pris pour la sortir. Quel est le futur des NFT ou les futurs NFT, les prochaines innovations Aujourd'hui, il y a des applications pour les NFT, pour à peu près tout ce qui est immatériel. Le NFT, l'univers du gaming s'intéresse aux NFT, puisque dans les jeux vidéo maintenant vous pouvez acheter des vêtements, des armes en NFT. L'univers de la mode s'intéresse également aux NFT, puisque maintenant vous pouvez acheter des chaussures, des vêtements d'une marque de luxe comme Balenciaga et les porter sur le Metaverse. Le monde du real estate également s'intéresse aux NFT, puisque vous pouvez penser des répliques d'architecture physique ou de musées ou que sais-je dans le monde virtuel du Metaverse. Donc ça s'adresse à peu près à toutes les industries. Je pense aujourd'hui qu'il n'y a pas une entreprise qui n'a pas ouvert un petit peu une cellule de bon, qu'est-ce qu'on fait avec les NFT et le Metaverse. Donc je pense qu'on peut être surpris dans le futur sur toutes les applications qu'on verra. Et en tout cas, nous on espère que l'art sera vraiment au centre.